J'étais seule au cimetière sous la pluie. Il buvait du champagne. Puis le SMS de ma mère est arrivé. Arrête ton cinéma. On doit parler de l'argent de Gaspard. C'est urge pour ta sœur. Le cercueil est minuscule. Beaucoup trop petit pour contenir toute la vie, tous les rires et tous les rêves de mon petit Malo. C'est ma première pensée cohérente alors que je regarde les employés des pompes funèbres manœuvrer les cordes sous une pluie battante au cimetière de l'Est, à Rennes. Je suis seule. Terriblement seule. Autour de moi, il n'y a que le gris du ciel breton, le bruit sourd de la pluie qui frappe la terre fraîchement retournée, et Madame Zélie, ma voisine de 70 ans, qui tient un parapluie noir au-dessus de ma tête avec une main tremblante. Je tourne la tête vers la droite. Là, une rangée de chaises pliantes noires a été installée pour la famille proche. 5 chaises. Elles sont vides. Vides et luisantes de pluie. Elles me fixent comme des dents manquantes dans un sourire macabre. Mes parents ne sont pas là. Ma sœur n'est pas là. Ma meilleure amie n'est pas là. Alors que je mets en terre mon fils de 9 ans, ma propre famille a choisi d'être ailleurs. Et la raison de leur absence me donne envie de hurler, de déchirer ma robe noire, de griffer la terre à main nue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous. Savoir que je ne parle pas dans le vide m'aide énormément. Je reporte mon attention sur la tombe. 8 mois. C'est le temps qu'il a fallu à ce monstre, cet ostéosarcome, pour dévorer la vitalité de mon fils. 8 mois d'hôpitaux, de chimiothérapie, de nuits blanches sur des chaises en plastique inconfortables. 8 mois où j'ai vu Malo perdre ses cheveux, son poids, mais jamais son courage. Il me disait souvent, avec ses grands yeux cernés, « Maman, est-ce que mamie Gersande va venir me voir aujourd'hui ?» Et chaque fois, je devais inventer un mensonge. Une excuse. Elle a un rhume, mon chéri, elle ne veut pas te contaminer. Ou Papy Ambroise a mal au dos, il ne peut pas conduire. La vérité? Ils étaient trop occupés. Trop occupés à vivre leur vie dorée de retraités aisés, trop occupés à planifier l'avenir radieux de ma sœur Olympe. Hier soir encore, j'ai eu ma mère au téléphone. Je la suppliais. Je ravalais ma fierté pour la 100e fois. Maman, s'il te plaît. L'enterrement est à 10 heures demain. Malo vous aimait tant. C'est le dernier adieu. Il y a eu un silence glacial à l'autre bout du fil, puis sa voix, cette voix sèche et autoritaire que je connais trop bien. Lisons, sois raisonnable. Les fiançailles d'Olympe sont prévues depuis des mois au château d'Apigné. Nous avons versé des acomptes non remboursables. Le traiteur, les invités, on ne peut pas tout annuler à la dernière minute pour une cérémonie qui ne changera rien à la réalité. Malo est parti. Nous viendrons nous recueillir sur sa tombe la semaine prochaine, quand tout sera plus calme. Calme. Elle voulait du calme. Moi, je voulais juste que mon fils ne parte pas sans que sa famille ne lui dise au revoir. La pluie redouble d'intensité, comme si le ciel pleurait à ma place, car je n'ai plus de larmes. Je suis asséchée. Vidée. Le prêtre termine sa prière hâtive. Il a froid, lui aussi. Il regarde les chaises vides avec une gêne évidente. Il sait. Tout le monde sait. L'absence de ma famille n'est pas un accident, c'est une déclaration. C'est un message clair, dans la hiérarchie de leurs priorités, la mort de mon fils passe après la fête de ma sœur. Madame Zélie serre doucement mon bras. Je suis là, ma petite Lison. Je suis là. Sa voix est un baume sur une brûlure au 3e degré. Mais même sa gentillesse ne peut combler le trou béant dans ma poitrine. Je jette une poignée de terre sur le cercueil. Le bruit est mat définitif. C'est fini. Mon petit garçon est là-dessous, seul dans le froid. Je me retourne pour partir, mes jambes lourdes comme du plomb. C'est à ce moment précis que mon téléphone vibre dans la poche de mon manteau. 1 fois. 2 fois. Une vibration insistante. Je devrais l'ignorer. Je devrais marcher jusqu'à ma voiture et m'effondrer. Mais un réflexe conditionné, stupide, me fait sortir l'appareil. L'écran s'illumine sous les gouttes de pluie. Ce n'est pas un message de condoléances. C'est une notification Facebook. Olympe est en direct, le plus beau jour de ma vie.
Mon doigt, tremblant de froid et de rage, glisse sur l'écran. La vidéo se charge. Et ce que je vois me coupe le souffle, comme si on venait de me frapper en plein estomac. Je m'assois lourdement sur le siège conducteur de ma vieille Renault, l'odeur de tissu humide et de renfermé m'enveloppe. Je ne démarre pas le moteur. Je ne peux pas. Mes yeux sont rivés sur le petit écran lumineux de mon téléphone. La vidéo est d'une qualité parfaite, sans doute filmée avec le dernier iPhone qu'Olympe s'est offert le mois dernier. L'image est éclatante de lumière. Ils sont à l'intérieur, au chaud. Des lustres en cristal scintillent au plafond. Il y a des fleurs partout, des lys blancs et des roses poudrées, des compositions florales qui ont dû coûter une fortune. Au centre de l'image, ma sœur, Olympe. Elle est magnifique, il faut l'admettre. Elle porte une robe cocktail couleur champagne qui moule sa silhouette parfaite. Elle rit, la tête renversée en arrière, une coupe de cristal à la main. À son doigt, une bague en diamant brille de 1000 feux sous les projecteurs. La caméra bouge et cadre mes parents. Mon père, Ambroise, en costume 3 pièces, le visage rougeau, lève son verre avec un sourire satisfait. Ma mère, Gersande, impeccable dans son tailleur Chanel, applaudit avec élégance. Ils ont l'air si heureux. Si, légers. Je regarde leur affiché en haut de la vidéo, en direct depuis 14 minutes. Je regarde l'heure sur mon tableau de bord, 10h28. À 10h14, les employés du cimetière commençaient à descendre le cercueil de Malo dans la fosse. À l'instant précis où le corps de mon fils touchait le fond de sa tombe, ma famille portait un toast. À l'instant précis où je jetais la première poignée de terre, ils buvaient du champagne. Un où le cœur violent me saisit. J'ouvre la portière et vomis de la bile amère sur le gravier du parking du cimetière. La violence physique de mon dégoût me surprend. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils rire? Comment peuvent-ils célébrer l'amour et l'avenir alors que le sang de leur sang vient d'être enseveli? Je reprends mon souffle, essuie ma bouche du revers de la main. Je veux éteindre ce téléphone, le jeter par la fenêtre, l'écraser sous mes roues. Mais une nouvelle notification apparaît en haut de l'écran. Un SMS. De ma mère. Le message s'affiche et chaque mot est comme un coup de poignard supplémentaire. Maman, lisons, je sais que tu es bouleversée, mais arrête d'être dramatique. Je t'ai vu ignorer mes appels hier. Nous devons nous voir ce soir, impérativement. C'est urgent pour ta sœur. Apporte le dossier d'assurance vie de Malo et les papiers du notaire. Olympe doit verser la compte pour son pantouse demain matin. On compte sur toi. Je relis le message. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Les mots dansent devant mes yeux brouillés par les larmes et la rage. Arrête d'être dramatique. J'ai enterré mon enfant il y a 20 minutes. C'est urgent pour ta sœur. Olympe veut un appartement de luxe. Apporte le dossier d'assurance vie. Tout s'éclaire soudainement. Une lumière crue, brutale, qui chasse le gris de la pluie. Ils ne sont pas seulement indifférents. Ils sont rapaces. Ils savent. Ils savent que le père de Malo, mon ex-mari qui travaille sur les plateformes pétrolières en Norvège, avait souscrit une assurance vie colossale pour notre fils, en plus d'un compte épargne bloqué qu'il alimentait chaque mois depuis sa naissance. Un total de 980 000 €. Un héritage tragique, le prix de la vie de mon fils. Je n'ai pas touché à cet argent. L'idée même d'y toucher me répugne. C'est l'argent de Malo, pour ses études, pour sa vie d'adulte qu'il n'aura jamais. Mais pour eux, c'est une manne financière. C'est le pantouse d'Olympe. C'est leur retraite dorée. Mes mains cessent de trembler. Une froideur nouvelle s'installe en moi, remplaçant la douleur brûlante. Ils pensent que je suis faible. Ils pensent que le chagrin m'a rendu docile. Ils pensent que je vais venir ce soir, les yeux baissés, et signer les chèques qu'ils demandent. Je démarre la voiture. Le moteur tout saute avant de rugir. Vous voulez me voir ce soir, murmurai-je dans l'habitacle vide. Très bien. Je vais venir. Mais je ne viendrai pas pour signer. Je viendrai pour voir jusqu'où leur pourriture s'étend. Je dois savoir. Je dois voir leur visage quand ils oseront me demander l'argent du sang. Je gare ma voiture dans leur rue, dans le quartier huppé de Saint-Hélier.
La maison de mes parents est imposante, avec sa façade en pierre de taille et ses volets parfaitement peints en gris perle. C'est la maison où j'ai grandi, mais ce soir, elle me semble étrangère, hostile, comme la tanière d'une bête sauvage déguisée en demeure bourgeoise. Il est 19 heures. La fête au château d'Apigné est terminée, ou du moins, la partie familiale l'est. Je monte les marches du perron. Mes chaussures sont encore boueuses du cimetière. Ma robe noire est froissée. Je n'ai pas pris la peine de me changer. Je veux qu'il voie la boue. Je veux qu'il sente l'odeur de la terre humide sur moi. C'est mon père, Ambroise, qui ouvre la porte. Il porte encore son gilet de costume, mais il a desserré sa cravate. En me voyant, son visage ne montre aucune compassion, juste une légère irritation en notant l'état de mes chaussures sur son paillasson impeccable. Lisons. Enfin. Entre, ne reste pas là à faire entrer le froid. Pas de comment vas-tu? Pas de je suis désolé. Juste une instruction logistique. Je pénètre dans le salon. L'odeur me frappe immédiatement. Un mélange entêtant de parfums coûteux et de l'arôme douceâtre des lys. Il y a des bouquets partout, les restes de la décoration de la fête. Sur la table basse en marbre, il n'y a pas de photo de Malo. Il y a les plans d'architecte d'un appartement. Ma mère, Gersande, est assise dans son fauteuil Louis XV, une tasse de thé à la main. Olympe est allongée sur le canapé, faisant défiler des photos sur son téléphone, un sourire béat aux lèvres. En me voyant, elle se redresse, mais son sourire ne faiblit pas à « Tu es là. Tu as vu le live? C'était magique, non? Dommage que tu aies raté le gâteau, il était immense. » Je la regarde, incrédule. Elle parle de gâteau. J'étais à l'enterrement de mon fils, Olympe, dis-je, ma voix rauque, presque méconnaissable. Un silence gêné flotte une seconde, vite balayé par ma mère. Elle pose sa tasse avec un tintement sec. On sait, lisons, on sait. C'est triste. Mais la vie continue. Et justement, c'est de vie dont nous devons parler. D'avenir. Mon père s'approche de la table basse et pose sa main lourde sur un dossier bleu que je n'avais pas remarqué. Assieds-toi, ordonne-t-il. Je reste debout. Nous avons discuté avec Olympe, commence-t-il, adoptant ce ton professoral qu'il utilisait quand j'avais de mauvaises notes. Tu traverses une période très sombre. Tu n'es pas en état de prendre des décisions rationnelles, surtout financières. Il pousse le dossier vers moi. Malo avait cette assurance vie et ce compte bloqué. Près d'1 million d'euros, c'est ça? C'est une somme dangereuse pour quelqu'un dans ton état psychologique. Tu risques de faire n'importe quoi, de le donner à des sectes ou de le gaspiller par culpabilité. Olympe intervient, sa voix mielleuse dégoulinant de fausses sollicitudes. Cher Lison, écoute papa. Malo est un ange maintenant, il n'a plus besoin d'argent. Mais moi, je construis ma vie. Ce Penthouse, c'est l'opportunité du siècle. Imagine, si tu me transfères les fonds, ce sera comme si Malo participait à mon bonheur. C'est un bel hommage, non? Investir dans la vie plutôt que de laisser l'argent dormir sur un compte de mort. Investir dans la vie. Je répète ces mots, la nausée me submergeant à nouveau. Tu veux que je te donne l'argent de l'assurance décès de mon fils pour que tu t'achètes un appartement? C'est un investissement familial, aboie mon père. Ne sois pas égoïste. Olympe est ta sœur. Et franchement, Lison, vu ton instabilité émotionnelle ces derniers mois, nous pensons qu'il est préférable que je gère cet argent. J'ai préparé une procuration. Et si je refuse, demandez-je, mes poings serrés si fort que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Le visage de ma mère se durcit. Le masque de la mondanité tombe pour révéler quelque chose de beaucoup plus laid. Si tu refuses, Lison, nous serons obligés de prendre des mesures. Pour ton bien. Nous avons parlé au docteur Gatien. Il est d'accord pour dire que ton deuil est pathologique. Nous pourrions demander une mise sous tutelle. Le juge verra une mère éplorée, incapable de gérer sa vie, et des grands-parents aimants prêts à prendre le relais. Tu perdras le contrôle de tout, pas seulement de l'argent. J'aimerais faire une pause ici et vous poser une question très sérieuse. Si vous étiez à ma place, face à vos propres parents qui utilisent votre deuil pour vous menacer de vous mettre sous tutelle afin de voler votre héritage, que feriez-vous? Hurleriez-vous? Signeriez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez face à un tel chantage.
Je recule d'un pas. Ils ne plaisantent pas. Ils ont tout prévu. La carotte, c'est pour la famille. Le bâton, la tutelle psychiatrique. Je regarde Olympe, qui a repris son téléphone, comme si la conversation l'ennuyait déjà. Je regarde mes parents, ces étrangers qui partagent mon ADN. Je ne signerai rien, dis-je doucement. Tu signeras, répond mon père avec un calme terrifiant. Réfléchis bien. On te laisse 48 heures. Je sors de la maison de mes parents en tremblant. L'air frais de la nuit ne suffit pas à calmer la brûlure qui court sous ma peau. Ils veulent me mettre sous tutelle. Ils veulent me déclarer incompétente pour voler l'argent de Malo. C'est un cauchemar. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un de sain d'esprit. Quelqu'un qui me confirmera que je ne suis pas folle, que ce sont eux les monstres. Je pense immédiatement à Flavie. Flavie, c'est ma meilleure amie depuis l'université. Elle a été là pendant mon divorce, elle a été là au début de la maladie de Malo. C'est la marraine de mon fils, même si elle n'est pas venue à l'enterrement aujourd'hui prétextant une migraine atroce. Je me dis que la migraine doit être passée. J'ai besoin d'elle. Je conduis jusqu'à son appartement dans le centre-ville. Je sonne à l'interphone en larmes. C'est moi, Flavie. S'il te plaît, ouvre. C'est grave. Elle m'ouvre. Elle porte un peignoir en soie, ses cheveux sont impeccablement coiffés, pas du tout l'allure de quelqu'un qui a passé la journée au lit avec une migraine. Lison, oh ma pauvre chérie, entre. Elle me serre dans ses bras, mais son étreinte est molle, fuyante. Je m'effondre sur son canapé et je déballe tout. Le champagne pendant l'enterrement. La demande d'argent. La menace de la tutelle. Je pleure, je crie, je vide mon sac en attendant qu'elle s'indigne avec moi. Je m'attends à ce qu'elle dise, c'est ignoble. On va les détruire. Mais Flavie reste silencieuse. Elle me tend un mouchoir avec une lenteur calculée. Lison, écoute, commence-t-elle en évitant mon regard. Je vais me faire l'avocat du diable, d'accord? Juste pour t'aider à voir les choses autrement. Je me fige. L'avocat du diable? Tes parents, ils sont maladroits, c'est sûr. Mais ils t'aiment. Et objectivement, tu as l'air épuisé. Tu as perdu beaucoup de poids. Peut-être qu'ils ont raison de s'inquiéter pour ta santé mentale. Gérer 1 million d'euros quand on est dépressive, c'est une lourde charge. Je la regarde, bouche bée. Tu es sérieuse? Ils veulent l'argent pour le pantouse d'Olympe. Flavie hausse les épaules, un geste qui se veut apaisant mais qui m'apparaît soudain comme condescendant. Olympe est jeune, elle a de l'ambition. Et puis, elle m'a dit qu'elle te réserverait une chambre d'amis dans cet appartement. Tu ne serais plus seule. Ce serait une sorte de colocation familiale, non? C'est peut-être la solution pour que tu ne sombres pas. Elle t'a dit? Je répète lentement. Tu as parlé à Olympe? Elle m'a appelé tout à l'heure, pour prendre de mes nouvelles, répond Flavie trop vite. Mon regard se pose alors sur le fauteuil près de la fenêtre. Il y a un sac en papier cartonné orange. Un sac de luxe, d'une marque très célèbre de maroquinerie. Le sac est ouvert, et je vois dépasser la anse d'un sac à main en cuir beige. Le modèle exact qu'Olympe a posté sur Instagram la semaine dernière avec la légende « Cadeau pour mes demoiselles d'honneur chéries ». Le sang se glace dans mes veines. Flavie est demoiselle d'honneur. Flavie était à la fête. Sa migraine était un mensonge. Elle était avec eux, à boire du champagne pendant que j'enterrais mon fils. Et ce sac, c'est le prix de sa loyauté. Je me lève lentement. La trahison de mes parents était prévisible, presque génétique. Celle de Flavie est une amputation. Joli sac, dis-je en montrant le paquet. Flavie suit mon regard et son visage devient cramoisi. Lison, ce n'est pas ce que tu crois, Tu étais là-bas. Tu étais avec eux. Je ne voulais pas te faire de peine. Olympe a insisté, elle disait qu'il fallait célébrer la vie. Ne prononce plus jamais mon nom, dis-je d'une voix blanche. Je sors de chez elle sans me retourner, laissant derrière moi 20 ans d'amitié vendus pour un sac en cuir. Je suis seule. Totalement, absolument seule. Mais étrangement, alors que je marche vers ma voiture dans la nuit rennaise, je ne ressens plus de peur.
La douleur s'est cristallisée en quelque chose de dur, de tranchant. Ils sont tous contre moi. Très bien. Alors ce sera la guerre. Je ne dors pas cette nuit-là. Je passe les heures sombres à fixer le plafond, élaborant des scénarios de vengeance qui semblent tous futiles face à la puissance financière de mes parents. Au petit matin, alors que je bois un café noir amer, on frappe à ma porte. C'est Madame Zélie. Elle tient un tupperware de soupe fumante et un petit bout de papier cartonné. J'ai entendu votre voiture rentrer tard et j'ai vu votre lumière allumée toute la nuit, dit-elle doucement. Elle pose la soupe sur la table et me tend la carte de visite. Mangez. Et ensuite, allez voir cet homme. C'est un requin, mais c'est un requin qui ne mange que les méchants. Il m'a aidé quand mon propriétaire a essayé de m'expulser illégalement. Je regarde la carte, maître Stanislas, avocat à la cour. 1 heure plus tard, je suis dans son bureau. Ce n'est pas un cabinet moderne fait de verre et d'acier. C'est une pièce sombre, encombrée de livres de droit reliés en cuir, qui sent la poussière et le tabac à pipe froid. Maître Stanislas est un homme de 60 ans, aux sourcils broussailleux et au regard perçant. Il m'écoute sans m'interrompre pendant 20 minutes. Je lui raconte tout, l'enterrement, la vidéo, le chantage, la menace de tutelle, le sac de Flavie. Quand je termine, il ôte ses lunettes et les essuie méticuleusement. Madame, dit-il de sa voix grave, votre famille ne sont pas seulement des gens immoraux. Ce sont des amateurs imprudents. Ils vous ont menacé de tutelle? Excellent. Excellent? Je suis perdu. Ils vous ont donné leur plan de bataille. Ils vont essayer de prouver que vous êtes folle. Nous allons leur prouver qu'ils sont des manipulateurs cupides. Mais attention, la loi française protège beaucoup la famille. Pour gagner, nous ne pouvons pas juste nous défendre. Nous devons les laisser s'enferrer. Il se penche en avant, ses yeux brillants d'une lueur tactique. Ils veulent que vous soyez faible? Soyez faible. Ils veulent que vous soyez confuse? Soyez confuse. Ne signez rien, mais faites-leur croire que vous êtes sur le point de craquer. Nous avons besoin de preuves irréfutables de leur chantage. Des écrits, des enregistrements. En France, l'enregistrement clandestin est délicat au pénal, mais pour prouver le harcèlement ou l'abus de faiblesse, c'est une arme redoutable si c'est bien utilisé. Nous allons jouer au cheval de Troie. Il m'explique le plan. Je dois cesser de me battre frontalement. Je dois leur donner l'impression que leur stratégie fonctionne, pour qu'ils baissent leur garde et commettent l'erreur fatale, admettre explicitement que leur motivation est uniquement financière. Mais avant tout, ajoute Stanislas, nous devons sécuriser vos arrières. Avez-vous des preuves que vous étiez une mère compétente? Des preuves que ce sont eux qui étaient absents? Je pense au carton dans le placard de Malo. J'ai mieux que ça, maître. J'ai les journaux de bord. Durant 3 ans de maladie, j'ai tout noté. Chaque médicament, chaque fièvre, chaque visite. Et surtout, chaque absence. De retour chez moi, aidé par Madame Zélie, je sors les 5 carnets à spirale du placard. Ce sont mes journaux de guerre. Je les avais commencés sur conseil d'une infirmière pour suivre l'évolution des symptômes de Malo. Mais au fil des mois, ils sont devenus le témoignage silencieux de ma solitude. Nous nous asseyons par terre, au milieu du salon, et nous commençons à feuilleter. C'est une épreuve terrible. Relire ces pages, c'est revivre chaque instant de l'agonie de mon fils. 12 mars, Malo a 42 fièvre. Il délire. J'ai appelé maman à 3 heures du matin. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Pas de rappel. 14 mars, maman a posté des photos de son week-end spa à Saint-Malo. Légende, détente bien méritée. Malo est toujours en soins intensifs. 2 juin, Olympe est passée à l'hôpital. Elle est restée 10 minutes. Elle a pris un selfie avec Malo endormi avec ses tubes. ## Tata Courage. Elle m'a demandé de lui prêter 500 € pour une robe avant de partir. Zélie lit par-dessus mon épaule et claque la langue avec dégoût. C'est accablant, ma petite. C'est la preuve qu'ils l'ont abandonnée bien avant sa mort. Je continue de fouiller dans les papiers administratifs, cherchant le dossier d'assurance que mon père réclame. Je trouve une enveloppe épaisse envoyée par le notaire de mon ex-mari depuis la Norvège, reçue il y a 2 mois mais que je n'avais pas eu la force d'ouvrir. Je déchire l'enveloppe.
À l'intérieur, il y a une copie du testament de mon ex-mari, Pierre. Pierre savait. Il connaissait mes parents. Il savait comment ils m'avaient traité toute ma vie. Je lis le document et mes mains se mettent à trembler, mais cette fois d'espoir. Il y a un codicille, une clause ajoutée. Clause de sauvegarde. Conscient de la nature influençable de l'entourage maternel, je stipule que les fonds destinés à notre fils Malo, ou à sa mère Lison en cas de décès de l'enfant, sont strictement incessibles à tout tiers membre de la famille maternelle. Si Lison devait être déclarée inapte ou placée sous tutelle, la gestion des fonds serait automatiquement transférée à une fondation de lutte contre le cancer pédiatrique, et non à un tuteur familial. Je relis la phrase 3 fois. Pierre, même depuis ses plateformes pétrolières glaciales, avait dressé un bouclier autour de moi. Si mes parents réussissent à me mettre sous tutelle, ils ne touchent pas un centime. L'argent disparaît pour eux. Ils ne savent pas, murmure Zélie, un sourire malicieux plissant ses yeux. Ils ne savent pas que s'ils gagnent, ils perdent tout. Non, dis-je, sentant un sourire féroce étirer mes lèvres pour la première fois depuis des jours. Ils ne savent pas. Et je ne vais pas leur dire. Pas tout de suite. Mon téléphone sonne. C'est un numéro masqué. Je décroche. Lison ? C'est le docteur Gatien. Ma respiration se bloque. Le médecin de famille. L'ami de golf de mon père. Celui qui est censé certifier ma folie. Bonjour docteur. Ton père m'a appelé. Il est très inquiet. Il dit que tu es confuse. Que tu as des idées noires. Je pense qu'il serait bon que tu passes me voir demain. Pour signer quelques papiers administratifs, une simple formalité pour que tes parents puissent t'aider à gérer le quotidien. Sa voix est douce, paternelle et totalement fausse. Il ne veut pas m'examiner. Il veut juste valider le diagnostic que mon père lui a dicté. D'accord, docteur, dis-je en appliquant le conseil de maître Stanislas. Jouez la confusion. Je ne sais plus trop où j'en suis. Si vous pensez que c'est mieux, lisons. Passe à 14 heures. Je raccroche. J'ai le codicille de Pierre. J'ai mes journaux. Et demain, j'aurai l'enregistrement d'un médecin corrompu. La chasse est ouverte. Le cabinet du docteur Gatien se trouve dans un immeuble bourgeois du centre de Rennes. La salle d'attente est feutrée, ornée de diplômes encadrés qui crient la respectabilité. Mais je sais maintenant que derrière cette façade se cache un homme prêt à vendre son éthique pour un parcours de golf gratuit avec mon père. J'ai caché un petit dictaphone numérique dans la poche intérieure de mon sac à main, le filet du microphone tourné vers l'extérieur. Maître Stanislas m'a dit, faites-le parler. Faites-lui dire que c'est une demande de vos parents, pas un diagnostic médical. Gatien m'accueille avec un sourire condescendant. Il ne prend même pas ma tension. Il ne me demande pas comment je dors, ni si je mange. Il pose directement une feuille sur son bureau. Voilà, lisons. C'est un certificat médical circonstancié. Il atteste que ton état dépressif actuel altère ton jugement et que tu as besoin d'une mesure de protection temporaire. Je prends la feuille. Les termes sont violents, altération des facultés mentales, risque de prodigalité, paranoïa. Je lève les yeux vers lui, laissant mes larmes, réelles, car la cruauté me blesse toujours, couler. Mais docteur, je ne suis pas folle. Je suis juste triste. Mon fils est mort la semaine dernière. Il soupire, agacé. Lison, ne complique pas les choses. Ambroise m'a tout expliqué. Tu as menacé de brûler l'argent, tu as eu des comportements erratiques au cimetière. Tes parents veulent juste sécuriser le patrimoine pour la famille. Olympe a des projets, et cet argent, disons qu'il serait plus utile ailleurs que bloqué sur tes comptes. Je retiens mon souffle. Il vient de lier le diagnostic médical à l'argent. C'est la faute professionnelle. Je dois le pousser encore un peu. Donc, c'est mon père qui vous a demandé d'écrire ça ? Ce n'est pas parce que je suis malade ? Gatien rit doucement, comme on rit d'un enfant naïf. Allons, lisons. On se connaît depuis 20 ans. Ton père sait ce qui est bon pour toi. Signe ce papier d'accord pour l'expertise et je transmets le tout au juge des tutelles. C'est une formalité. Ambroise m'a promis de régler mes honoraires pour ce service spécial.
Service spécial. Le mot résonne dans la pièce. Il vient d'avouer qu'il est payé par mon père pour fabriquer un diagnostic. Je me lève, reprenant le papier. Je vais le lire à la maison, docteur. Je suis trop fatiguée là. Il fronce les sourcils. Lisons, Ambroise attend ce papier ce soir. Je sais. Je ferai le nécessaire. Je sors avant qu'il ne puisse m'arrêter. Dans l'ascenseur, je vérifie mon dictaphone. La lumière rouge clignote toujours. J'ai tout. J'ai la voix du médecin admettant la conspiration. Mes mains tremblent, mais cette fois, c'est d'adrénaline. Je rentre chez moi, verrouille la porte à double tour et active le système de sécurité que j'ai fait installer il y a 2 jours sur les conseils insistants de Madame Zélie. Une caméra connectée surveille l'entrée et le salon. Je me sens comme une assiégée dans ma propre maison. La nuit tombe. Vers 1h du matin, une notification sur mon téléphone me réveille en sursaut. Mouvement détecté, porte d'entrée. Je saisis mon téléphone et regarde le flux vidéo en direct. L'image en vision nocturne est granuleuse, mais je reconnais immédiatement les silhouettes. Ma mère. Et Olympe. Elles sont sur mon perron. Olympe fouille dans son sac et sort une clé. C'est le double que je leur avais donné il y a 3 ans, en cas d'urgence. Je ne l'ai jamais récupéré. Elles essaient d'entrer. Je vois Olympe insérer la clé dans la serrure. Elle tourne. Ça bloque. J'ai changé le barillet hier matin. Merde, siffle Olympe. Sa voix est captée clairement par le micro de la caméra. Elle a changé la serrure, cette paranoïaque. Essaie encore, chuchote ma mère. On doit trouver ce carnet de chèques ou les papiers de l'assurance. Si on arrive au tribunal sans preuve qu'elle a l'argent, ça va traîner. On aurait dû défoncer la porte, grogne Olympe en donnant un coup de pied dans le bois. Elle dort sûrement avec des somnifères. On aurait pu tout fouiller tranquille. Maman, il me faut cet acompte pour lundi. Le promoteur ne va pas attendre. On va passer par la fenêtre de la cuisine, propose ma mère. Je suis tétanisée dans mon lit. Ma propre mère et ma sœur tentent de cambrioler ma maison en pleine nuit pour voler l'héritage de mon fils mort. C'est d'une bassesse qui dépasse l'entendement. Je pourrais appeler la police. Je devrais. Mais maître Stanislas m'a dit, accumuler. Laissez-les s'enfoncer. Cette vidéo est une preuve d'or. Tentative de violation de domicile. Préméditation. Aveu de motivation financière. Elles finissent par abandonner, craignant sans doute que le bruit ne réveille les voisins. Je les vois s'éloigner vers la voiture de ma mère garée plus loin. Je sauvegarde la vidéo sur 3 clouds différents. Je ne dormirai plus cette nuit. Le lendemain matin, à 8h, un huissier sonne à ma porte. Il me tend une enveloppe bleue. Convocation devant le juge des tutelles. Procédure d'urgence. Je l'ouvre. Mes parents n'ont pas attendu les 48 heures. Ils ont déposé une requête en urgence, invoquant un péril imminent pour mon patrimoine et ma santé mentale. L'audience est fixée dans 2 jours. Ils pensent me prendre de vitesse. Ils pensent que je serai seule, sans défense, écrasée par le chagrin et la machine judiciaire. Ils ne savent pas que j'ai passé la nuit à affûter mes armes. J'appelle maître Stanislas. Ils ont déposé la requête. Parfait, répond-il. C'est le moment de la dernière étape. Invitez-les à dîner. Ce soir. Dites-leur que vous avez reçu la convocation et que vous avez peur. Que vous voulez trouver un arrangement amiable avant le tribunal. Je ne peux pas manger avec eux, maître. Je vais vomir. Vous ne mangerez pas. Vous les ferez parler. Choisissez un lieu public, mais calme. La taverne, près de la gare. C'est bruyant, les gens ne feront pas attention à votre conversation, mais l'acoustique des banquettes est excellente pour écouter. J'envoie le message sur le groupe familial WhatsApp. J'ai reçu le papier du juge. J'ai peur. Je ne veux pas aller au tribunal. On peut se voir ce soir pour trouver une solution? Je suis prête à écouter vos conditions pour Olympe. La réponse est immédiate. Olympe, enfin tu deviens raisonnable. 20h à la taverne. Je réserve.
À 20h, je suis assise en phase 2. Olympe a commandé le plateau de fruits de mer le plus cher de la carte et une bouteille de Chablis. Ils fêtent déjà leur victoire. Mon père me regarde avec une satisfaction suffisante. Tu as fait le bon choix, Lison. Le tribunal, c'est sale. C'est public. On va régler ça en famille. Il sort un document de sa poche. C'est un accord privé. Tu nous transfères la gestion des fonds de Malo, et en échange, on retire la plainte pour tutelle. On te versera une rente mensuelle de 1 000 € pour tes besoins. Le reste sera investi dans l'immobilier via la société d'Olympe. Je regarde le papier. C'est une extorsion pure et simple. Je pose mes mains sur la table, l'air vaincu. Mais, pourquoi ? Demandai-je d'une voix tremblante. C'est l'argent de Malo. Pourquoi vous ne pouvez pas attendre ? Gersande soupire, agacée par ma lenteur. Elle se penche vers moi, et ces mots sont destinés à rester gravés dans ma mémoire et sur l'enregistrement. Lison, grandis un peu. Malo est mort. Un enfant n'en a pas d'avenir. Olympe est vivante. Elle va se marier, elle va avoir des enfants vivants. Cet argent, c'est une perte sèche s'il reste avec toi. Avec Olympe, il sert à construire la dynastie de la famille. Le sacrifice de Malo permet à Olympe de réussir. C'est ça, la justice familiale. Le sacrifice de Malo. Je répète. Vous avez raté son enterrement pour ça ? On a raté l'enterrement parce que c'était déprimant et inutile, siffle Olympe, la bouche pleine d'huîtres. Et franchement, ta tête de pleureuse nous aurait gâché la fête. Allez, signe. Arrête de faire ta victime. Je me lève. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne signerai pas. Le visage de mon père vire au rouge brique. Quoi ? Tu nous as fait venir ici pour... Je ne signerai pas. On se voit au tribunal. Je jette un billet de 20 € sur la table pour payer mon eau minérale, je ne paierai pas leur festin et je pars, laissant derrière moi leurs cris outrés et les regards curieux des autres clients. Ils pensent encore qu'ils vont gagner. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le tribunal de grande instance de Rennes est un bâtiment imposant. Le jour de l'audience, mes parents arrivent avec leur avocat, un ténor du barreau local connu pour son agressivité. Olympe est là, habillée modestement pour la première fois de sa vie, jouant la sœur éplorée et inquiète. Flavie est là aussi, témoin de moralité pour eux. Moi, je suis avec maître Stanislas. Il porte sa robe noire avec une dignité ancienne. Madame Zélie est assise au fond de la salle. La juge est une femme d'une 50aine d'années, aux lunettes strictes. Elle examine le dossier. L'avocat de mes parents commence sa plaidoirie. Il me dépeint comme une femme hystérique, détruite par le deuil, incapable de gérer sa vie, dépensière, potentiellement suicidaire. Flavie vient à la barre et ment effrontément. Elle parle toute seule, elle m'a dit qu'elle voulait brûler l'argent. Je serre les poings, mais Stanislas pose une main apaisante sur mon bras. Attendez, chuchote-t-il. Quand c'est à notre tour, Stanislas se lève. Il ne crie pas. Il ne s'agite pas, madame la présidente, dit-il. On vous demande de placer cette mère sous tutelle pour la protéger d'elle-même. Mais la réalité est que cette procédure n'a qu'un seul but, la prédation. Il connecte son ordinateur au système de projection de la salle. Pièce numéro 1. La vidéo de l'enterrement et du direct Facebook, synchronisée côte à côte, apparaît sur l'écran géant. Le silence dans la salle est total. On voit le cercueil descendre à gauche et le bouchon de champagne sauter à droite. On voit les larmes sur mon visage et les rires sur celui de mes parents. La juge fronce les sourcils, choquée. Mes parents s'agitent sur leur banc. Pièce numéro 2. L'enregistrement du docteur Gatien. Ton père sait ce qui est bon pour toi. Ambroise m'a promis de régler mes honoraires pour ce service spécial. L'avocat adverse se lève. Objection. Enregistrement illégal. Admis au titre de la preuve de la machination frauduleuse, tranche la juge sèchement. Elle regarde mon père avec un dégoût grandissant. Pièce numéro 3. La vidéo de la caméra de surveillance. Olympe qui donne des coups de pied dans ma porte à 1h du matin. Cette paranoïaque, il me faut la compte. Et enfin, pièce numéro 4. L'enregistrement du restaurant.
La voix de ma mère résonne, claire et cruelle. Un enfant n'en a pas d'avenir. Le sacrifice de Malo permet à Olympe de réussir. Quand l'enregistrement s'arrête, on pourrait entendre une mouche voler. Olympe est devenue toute pâle. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père regarde ses chaussures. Stanislas dépose ensuite le testament de mon ex-mari avec le codicille. De plus, Madame la juge, même si vous accordiez la tutelle, l'argent irait à une fondation, pas à eux. Ils se battent pour un coffre-fort dont ils n'ont pas la clé. La juge prend un long moment pour relire ses notes. Puis elle lève les yeux. Son regard est tranchant comme une guillotine. Monsieur et Madame. Commence-t-elle en s'adressant à mes parents. En 20 ans de carrière aux affaires familiales, j'ai rarement vu un tel étalage de cynisme. Vous avez utilisé la justice comme un outil de braquage contre votre propre fille en deuil. Elle frappe avec son marteau. La demande de mise sous tutelle est rejetée. De plus, au vu des éléments, je transmets le dossier au procureur de la République pour tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux concernant le certificat médical et harcèlement moral. Maître Stanislas, je vous invite à déposer plainte au nom de votre cliente. Elle se tourne vers moi, et son visage s'adoucit. Madame, je suis profondément désolée pour votre perte. Et je suis désolée que vous ayez eu à subir cela en plus. Vous êtes libre. La sortie du tribunal est un chaos. Olympe essaie de m'attraper le bras. Lisons, attends, on peut expliquer. Je l'ignore et continue de marcher, la tête haute, flanquée de Stanislas et Zélie. Mais la justice ne s'est pas arrêtée aux portes du tribunal. Comme l'avait prédit Stanislas, l'histoire était trop grosse pour rester secrète. Un journaliste local, présent pour une autre affaire, a tout entendu. Le lendemain, Ouest France titre en page locale, sans citer les noms, mais avec assez de détails pour que Touraine reconnaisse la famille. La famille célébrait un mariage pendant l'enterrement de l'enfant. Ils tentent de faire interner la mère pour récupérer l'héritage. Les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Le fiancé d'Olympe, issu d'une vieille famille catholique très à cheval sur la morale, rompt les fiançailles le jour même. Il publie un communiqué disant qu'il ne peut s'associer à de telles valeurs. Olympe perd son mariage, son futur pantouse et son emploi d'agent immobilier, car sa réputation est détruite. Mes parents sont ostracisés. Au golf, plus personne ne veut jouer avec Ambroise. Leurs amis se détournent. La honte sociale est si forte qu'ils mettent leur maison de Saint-Hélier en vente un mois plus tard pour déménager dans la Creuse, loin des regards accusateurs. Quant à Flavie, elle est convoquée par la police pour faux témoignage. Elle m'envoie des messages d'excuses désespérés. Je ne les lis même pas. Je les bloque. Le docteur Gatien est suspendu par l'ordre des médecins en attendant l'enquête. Ils ont tout perdu. Non pas parce que je me suis vengée, mais parce que j'ai dit la vérité. Leur avidité a été l'architecte de leur propre destruction. 1 an plus tard. Je suis sur la plage du Sillon, à Saint-Malo. Le vent souffle fort, faisant voler mes cheveux, mais ce n'est plus un vent froid. C'est un vent vivifiant. Je ne suis pas seule. À côté de moi, il y a une jeune femme, Clara, qui pousse un fauteuil roulant où est assise une petite fille chauve, Léa. Clara pleure de joie. Je ne sais pas comment vous remercier, lisons. Sans la fondation, je dormais dans ma voiture pendant la chimio de Léa. Grâce à vous, j'ai un appartement à 5 minutes de l'hôpital. Je souris et je caresse la main de la petite Léa. Je n'ai pas gardé les 980 000 euros. Je n'en voulais pas. J'ai utilisé l'argent pour créer les ailes de Malo. Une fondation qui finance des logements pour les parents d'enfants hospitalisés qui habitent loin et qui n'ont pas les moyens de payer l'hôtel. Nous payons aussi des aides psychologiques et juridiques pour les familles en détresse. C'est l'héritage de Malo. Chaque famille aidée est une victoire de mon fils sur la mort. Chaque sourire d'enfant est un écho du sien. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois depuis leur exil. Des lettres pleurnichardes parlant de famille, de pardon, et surtout, du fait qu'ils ont des problèmes d'argent maintenant. Je brûle les lettres sans les ouvrir. J'ai découvert une vérité fondamentale cette année-là, le sang ne fait pas la famille. L'amour, la loyauté et le respect font la famille. Ma famille, c'est Madame Zélie, qui est devenue la grand-mère de cœur de tous les enfants de la Fondation. C'est Maître Stanislas, qui gère bénévolement les statuts de l'association. C'est Clara et Léa.
Je regarde l'horizon, là où la mer rejoint le ciel. Je sors de ma poche une petite figurine de super-héros que Malo adorait. Je la serre fort. Tu vois, mon chéri, je murmure face au vent. Il voulait effacer ton souvenir pour acheter du béton et des diamants. Mais maintenant, ton nom est partout. Tu aides des centaines d'enfants. Tu as gagné. Une mouette crie au-dessus de nous, et pendant une seconde, j'ai l'impression d'entendre le rire de Malo. Je me sens en paix. Enfin. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché et qu'elle vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la vérité finit toujours par triompher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Comment vous êtes-vous relevé? Vos témoignages sont précieux. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment. À bientôt. What is that character even called? The What? green one. Hulk. Yes, that character. Oh, He asked a question. Would that be OP2? Because they're just flying everywhere. Looking at What's 100%. happening? Well, Ark, and I've been playing a lot of CS, Ark Raiders, and Marvel. I'm the only healer on our team. oh, I got you. No wonder we're not. I got you. Like, is every new character just OP? Gambit, Pretty much, actually. Rogue. Gambit's actually really cool. I love Gambit. It's so fun. Why don't you go marry him Gambit, then? I died. Ouch. Nice. Yeah, we got a Gambit. Now we're gonna win. Finally, yes, we're gonna be fine now. I'm coming. What? Slowly but surely. I'm on the other side. Our enemy? What? No. What The am I fuck doing? just happened? I swear to God. You guys are Up good. in here. Up in here. Dude, can we, like, retreat? Why are we Yeah, sitting no. at their spawn? Because we're still fucking them up. We were. Until you wanted to retrieve. Bruh, I was the healer. Why am I inside? Yeah, that is the question. Why were you in front of Why? And then you say I'm going back. They didn't stun you or anything? No. I know, that was such a bad play from me. Yeah, that was terrible. We are undefeatable! Why are they all? They are ulting. They are ulting it. Oh, they're ulting it big. Oh, they're ulting it big. Ah, I am. Oh, that's nice. I am. I fell. It's now or never! I fell. Stop them! Better stop that vehicle! got him. I'm stunned. Fuck yeah. All the fuck yeses. Bubba's! I love you. You stop them in their tracks! Bubba's, I swear to God, he's trying to get my water in my water bottle. Are you reading mid-match? Yeah, no shit. How else am I supposed to upgrade my abilities, dumbass? I don't know how it works. I just see you pull out a book. Shit, no, Bubba's, no. I got a kinda dead. What is happening? Why does no one die?
I was trying to make sure Bubbles doesn't knock over my water. Doug, help me! Doug, help me! Doug, help me! Oh no, they stunned me. About fucking time. The thing is backing up on us. Oh, wait, they have the thing? I am ready to put on a show. I was about to get a kill, but nope, good all. Yeah. Don't give them another inch, or else. My brother got into CS recently. My little brother got a PC and he wanted to play CS, so he kind of got me addicted. So like, are these characters like invincible? What am I looking for? Like, hello? Hello. Lenny, you saw that, right? Lenny, you saw that. What? Out of their health, HP bars, like we're not going I down. killed one of them. Yeah, but it takes a bit, dude. Like you get their health down, and then it goes right back up, and it's hard to get back down. I see it. In Arc Raiders, I'm just learning a lot about it.